Oh, bah, ma mission, c'est taulier, c'est Dieu le Père, je suis un affreux tyran. Ma mission, c'est que la boîte vive. Personne n'avait jamais entendu parler d'un drone et tout le monde me prenait pour un fou. Là, il a fondu un câble. Je fais toute la techno, je la vends à Mercedes, à Audi. La boîte est devenue profitable et elle a fait 100% de croissance pendant 5 ans. J'ai pensé que j'arriverais à répliquer le succès facilement, si tu veux. Je suis avec Henri Sédou, fondateur de la société Parrot. Elle est reconnue notamment pour ses drones, enceintes ou encore casques audio que j'ai personnellement adoré. Il a réussi à développer son entreprise malgré une concurrence qui ne joue pas forcément avec les mêmes règles du jeu. L'histoire d'Henri est fascinante. Passionné de technologie, il a d'ailleurs collaboré avec Elon Musk pour équiper les voitures Tesla de ces technologies. Au-delà de cette réussite, Henri est un homme très humble, très sincère, qui a une capacité de résilience incroyable. J'ai apprécié échanger avec lui et découvrir son parcours hors du commun. Si tu as envie de développer un business qui te nourrit, que tu crois en l'innovation et d'apporter au monde du nouveau, tu vas adorer notre échange. Le truc d'entrepreneur, c'est un truc perso. Tu vois, c'est une démarche perso. C'est l'idée que, bon, bah, les métiers, je sais pas, moi, il y a des métiers géniaux, tu vois, médecin ou avocat, ou... donc c'est pas fait pour toi, tu vois, que tu es un peu arrivé sur la planète par hasard, ce qui est quand même le cas de tout le monde, hein, et que bah, il faut que tu fasses un truc toi-même, quoi. Moi, tout ce que je connais, c'est toujours des histoires perso. Quand j'étais jeune, j'étais bien flippé aussi, un peu bon à rien, tu vois, un peu vraiment glandeur, quoi. Et, tu veux dire à l'école ? À l'école et tout ça, ouais. Non, et je voulais participer au monde, je voulais pas rien faire, si tu veux, tu vois. Là, tu parles, t'as quel âge quand tu dis ça ? Ouais, j'ai 16, 17, 18, tu vois. Alors, je sais pas si c'est la même époque, c'était la fin des années 70. Je m'étais inscrit en médecine. Putain, ça me tombait des bras, les cours de médecine et tout ça, ça me tombait des bras. Bon, donc, je foutais rien, j'allais au Palace. C'était le truc du coin. Et quand j'étais au lycée, je faisais le journal du lycée, tout ça. Au Palace, je tombe sur un mec, mais vraiment, des fois dans la vie, t'as de la chance, quoi. Donc, je tombe sur un type vraiment fantastique, qui s'appelait Jean-François Bizot et qui faisait le journal actuel. Et puis, je sais pas, il commence à me raconter des trucs et puis c'était cool. Donc, et je lui dis, ouais, moi, je voudrais être journaliste et tout ça. Il dit, bon, bah, viens à Saint-Maur. Ils avaient une communauté à l'époque, c'était post-gauchiste, tout ça. Donc, et c'est quoi qui te plaisait dans le journaliste ? J'en savais rien, mais je pense que c'est l'écriture. C'est d'écrire des trucs, quoi. Écrire des trucs dans le sens de partager tes idées ou écrire des trucs sur ce qui se passe dans le monde ou... Ouais, je sais pas, c'est comme toi là, tu vois, c'est-à-dire c'est ni l'un ni l'autre. Le journalisme, c'est l'épreuve du réel. C'est ça qui est intéressant, c'est à la fois l'actualité, puis c'est avoir un regard différent, mais c'est surtout, on s'en fout un peu de tes opinions de journaliste, c'est aussi de trouver des mecs intéressants. Donc c'est vraiment l'expérience du réel. Bon, enfin, ceci dit, j'étais nul comme journaliste, bon, c'est pas comme toi, mais en étant journaliste, je cherchais des sujets à faire. Et actuel, on avait un sujet, c'est Moi Je. Un des articles les plus célèbres, c'est Moi Je me suis transformé en noir. Et puis le type s'était entièrement maquillé avec un maquilleur genre de cinéma. Et il s'était mis en black. Et il avait raconté l'histoire de l'autre côté du racisme. Et c'est pas de la tarte, si tu veux. C'était le sujet des articles. Moi Je, il fallait trouver un truc. Alors moi, j'avais trouvé un article dans un journal bancaire d'un mec qui disait qu'on pouvait copier les cartes bleues comme pour rire. Et donc, j'ai dit à Jean-François Bizot, je vais te faire un article. Moi, j'ai été pirate informatique. Donc, j'ai commencé à me renseigner pour faire comment faire le pirate informatique. Et je tombe sur un type génial qui travaillait seul dans un grand loft bordélique. Et figure-toi que ce type, c'était Roland Moreno et qui venait de déposer les brevets de la carte à puce. Et qui m'a dit, ah, mais t'es journaliste et tout ça. Mais moi, j'étais coursier à l'Express, tu vois, mais ça m'a pas, la presse, ça m'a pas intéressé. Et puis maintenant, j'invente des trucs. Et puis, le dernier truc que je suis en train d'inventer, oui, c'est la carte à puce. Je suis en train de réinventer l'argent, etc., etc. T'as quel âge, là ? Là, j'ai 19 ans.
Et alors moi, j'étais nul comme journaliste, tout ça me faisait flipper. Et j'ai dit, mais Roland, mais comment on apprend l'informatique? Bon, c'est trop simple, tu regardes dans les bouquins. Et puis il y a ces nouveaux trucs qui viennent de sortir, là, attends, j'ai ça sur le bout de la langue, pomme, poire, Apple, là. Voilà, bah tu achètes un ordinateur Apple. Et... Ça en était où là, pour que j'essaye de situer, ils en étaient où, dans quel modèle? C'était l'Apple II Euro Plus. Donc c'est vraiment le premier modèle commercialisé. Pour te faire l'histoire courte, j'ai pris le bouquin, il y avait déjà des journaux de geeks, j'ai regardé dans les journaux de geeks et tout ça. L'histoire d'amour immédiate, Love at First Sight. Un ordinateur, le code, etc. Bon, ça va assez vite, hein, parce que bon, tu sais, quand tu as 19 ans, les choses vont vite. Hein. J'ai une copine, elle tombe enceinte et tout ça. Et vraiment, elle dit non, mais je le garde et tout ça. Je dis putain, merde et tout ça. Bon. Donc, il a fallu que je bosse. J'ai cherché du boulot à cette époque-là. Tu savais faire 3 lignes de basique et tu trouvais du boulot. J'étais dans une boîte, je me faisais chier et tout ça. Mais enfin, je faisais des programmes à toute vitesse. Et un jour, je tombe sur quasiment la première start-up. Un original qui était un peu prof à l'école des mines, mais enfin pas vraiment, qui s'occupait d'informatique là-bas, qui devait avoir, je sais pas, ça me paraissait un vieillard, hein, qui devait avoir 45 ans ou 50 ans, tu vois, et qui avait levé à l'époque 6 millions de dollars, je crois, on est à l'époque de francs, donc un paquet d'argent pour faire un ordinateur de poche. Comment tu définis start-up à l'époque? Qu'est-ce qui fait que tu dis ça, c'est une start-up par rapport à d'autres? Le projet de rupture. Le truc de faire un truc vraiment, un truc dingue, si tu veux. Et donc, le type qui était à l'école des mines, il dit, ouais, on va faire des ordinateurs qui tiennent dans la poche, puis on va virer le clavier, on va appuyer dessus, etc. Il avait embauché plein de jeunes ingénieurs, dont un jeune qui est devenu le directeur technique, qui avait été à l'INRIA, un truc de recherche, et qui connaissait très bien un truc mythique, Palo Alto Park, c'est Xerox quand ils ont fait les premiers ordinateurs avec une souris et tout ça. Et le type qui est devenu le directeur technique, il connaissait très bien parce qu'à l'INRIA, ils avaient étudié ça de près, tout ça. Et donc je suis tombé dans cette première start-up. J'étais le seul qui n'avait pas de diplôme d'ingénieur, mais comme le patron c'était un original. Et puis là, c'est la chance que je me suis révélé à moi-même. C'est quoi que tu t'appréciais le plus? J'allais dire que tu kiffais le plus dans le code. C'est quoi qui te plaisait le plus? Le code, c'est génial. C'est-à-dire, tu codes toujours? Non, je code plus, mais je lis encore beaucoup. Le code, c'est génial parce que, je sais pas comment, c'est la première fois qu'on me pose vraiment la question, mais parce que tu as vraiment l'impression que ce que tu fais, tu vois, par exemple, on va prendre un exemple. Quand tu fais la cuisine, tu fais un truc, mais c'est vachement bon. Tu vois, donc tu sais bien le faire, tout ça, tu es habile et tout ça, c'est vachement bon. Mais au fond, tu y es pour rien. Parce que si tu prends du bon chocolat, des bons œufs, des trucs, c'est bon. Alors que le code, il n'y a rien, c'est comme un truc d'écrivain, c'est une page blanche, si tu veux. Et tu fais un truc et hop, ça peut être vachement bon. Tu vois, ça peut être vachement utile ou vachement joli. Tu tapes ton code, tu le compiles, tu fais le machin et ça fait le truc, tu vois. C'est rare que tu puisses faire un truc comme ça. Et puis après, c'est le truc des geeks. C'est-à-dire que si tu as de l'imaginaire, ton code, il est dans ta tête, tu vois, tu es en train de l'écrire, mais il reste dans ta tête comme quand tu fais un truc, je sais pas, quand tu écris une pièce de théâtre ou que tu fais quelque chose, tu vois, tu l'habites, tu vois. Et donc, le code, il est dans ta tête et tu peux vraiment te plonger dedans et tu peux vraiment aller très, très profondément comme une partie d'échecs, tu vois. Si t'aimes ça, c'est très envoûtant. Ça rend fou, quoi. Tu peux faire que ça, quoi. C'est un danger, quoi. Pourquoi c'est un danger? Non, c'est le danger des geeks, tu vois. Après, tu vois, t'as les cheveux jusque-là, le cheveu gras, tu vois, tu bouffes des pizzas toute la journée, tu parles un T'as été comme ça ou pas? Ouais, bien sûr. Un peu, bien sûr. Je suis fasciné par le code, comme je disais, j'ai fait des études d'informatique et même dans le cadre du développement de mon activité au début, j'avais fait un script qui me permettait d'envoyer des messages, surtout via Deo, parce qu'ils n'avaient pas leur sécurité. Et c'est sûr qu'il y a un côté orgasmique à voir ton ordinateur qui envoie des messages tout seul à tous les contacts. C'est bandant, tu vois, le truc, tu dis putain, mais là j'en ai déjà fait 22 000 et tout ça, tu vois, t'as le truc qui marche. Bon, alors après, je trouve pas que je sois un très bon entrepreneur, tu vois, c'est-à-dire que je suis pas le type super habile qui a une idée moyenne et qui, par un plan de marketing extraordinaire, va faire un succès, tu vois. Moi, je suis hyper laborieux. C'est quoi un bon entrepreneur, du coup? Entrepreneur, c'est... Est-ce que tu as un cliché en tête d'une personne où tu te dirais ça c'est la représentation du cliché de l'entrepreneur? Non,
Non, je suis pas cliché, moi. J'ai pas de cliché. Bon, sincèrement, tu me dis ça, mais bon, je trouve que Elon Musk, quand même, c'est spectaculaire, quoi. C'est un type vraiment spectaculaire. Quand dans ma boîte, le premier truc vraiment bien qu'on a inventé, ben, c'est les téléphones Bluetooth à reconnaissance vocale pour les bagnoles. Et donc, lui, il avait les Tesla, donc il avait besoin d'un système Bluetooth, donc c'est nous qui l'avons fait. Et donc, je l'ai rencontré plusieurs fois et tout ça. Je peux dire, le mec est vraiment cool. Hein. Vous avez parlé de code ou pas? Il code ou pas Je sais pas s'il code. On n'a pas parlé de ça. On a parlé de... Lui, il s'y connaît vachement bien en mécanique. Et donc, il a commencé, il m'a fait des espèces de montage avec des fourchettes et des... parce qu'après, il est venu bouffer à la maison. Donc, avec des fourchettes et des couteaux, des trucs en équilibre, super joli, ouais. Parce que tu sais que même lui, il se considère pas comme un entrepreneur. Hein. Il dit lui-même qu'il est plus un technicien, un ingénieur que... Ben ouais. Moi aussi d'ailleurs, tu vois. Moi aussi, je suis pas... Tu vois, ce que je te disais, je me considère pas du tout comme un bon entrepreneur. Comment t'en arrives? Donc là, il y a clairement une passion sur la technologie et le code. Ouais. Comment t'en arrives à créer Parrot? Donc, je bosse dans cette startup. Je deviens vraiment le lead développeur. J'écris tout l'operating system, orienté objet. Vraiment, j'apprends vraiment à coder à très bon niveau. Et puis, la boîte consomme son capital, comme toutes les startups. Et puis, elle n'arrive pas à vendre le truc. Donc, moi, je vais voir les financiers avec le directeur technique. Je dis, mais filez-nous le code qu'on a écrit. On va le vendre, on va le licencier. Donc, ils n'avaient rien à perdre. Donc, ça, c'est ma première boîte. Je m'entends pas avec le mec. Je me dis, bon, il faut que je gagne ma vie. Donc, je dis, je vais faire du soft à la demande et tout ça. Donc, c'est ma deuxième boîte. Donc, je fais du service. C'est du service, ouais. Donc, je l'appelle Soft Cédou. Et après, j'ai un pote qui est dessinateur de bande dessinée. Vraiment un mec sensationnel. On avait déjà commencé à faire des trucs computer graphiques pour des télés, tout ça. Donc, je monte une boîte computer graphique, 3D graphique pour effets spéciaux pour le cinéma. On galère et tout ça, mais on est super bon. On a des prix aux États-Unis. Et après, mon ami, c'est Pierre Buffin. Il a fait des effets spéciaux pour, je sais pas, pour plein de films hollywoodiens, tout ça. C'est vraiment devenu une star de ça. Donc ça, c'est ma troisième boîte. Ça te plaisait le monde du visuel, cinéma? C'est un truc. Moi, je suis hyper visuel, moi. Je suis hyper visuel. J'adore regarder, j'adore les tableaux. Je suis hyper visuel. Bon, sauf que la boîte, on fait de la 3D, etc. Moi, je construis les ordinateurs, le code. Lui, fait les dessins. Mais bon, au bout de 4 ans, ça marche pas. Donc, j'arrête. Je quitte ma meuf. Ma mère se suicide. Enfin, le bordel, quoi. La vie vient de se transformer en cauchemar. Donc, je me dis, il faut se calmer. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? J'aide un copain à monter sa boîte, mon copain du Palace en plus. Donc, c'est Christian Louboutin. Après, je fais Parrot. Et la vision quand tu crées Parrot, c'est quoi? Enfin, l'idée, c'est quoi? Je veux dire, tu sais que tu vas créer des drones ou pas? Non. L'idée, c'est, je fais du code. C'est vraiment ma passion professionnelle. J'ai 33 ans. Je me dis, putain, c'est la fin. Donc, je suis un vieillard, tu vois. Je me dis, si je monte pas une boîte maintenant, si je ferai plus jamais d'informatique, pour me dire, bon, maintenant, c'est l'opération dernière chance, quoi. Justement, par rapport à ça, ton entourage ou les gens autour de toi, c'est plutôt on te soutient ou on te dit, bon, là... Moi, je m'en fous de mon entourage. Moi, j'ai pas besoin qu'on me soutienne. Hein. J'ai vu sur Internet que tu étais en tout cas dyslexique. Scolairement, justement, par rapport à cette notion de regard des autres, est-ce que scolairement, les professeurs, ils sont comment avec toi? Ils croient en toi ou c'est plutôt, tu vas pas y arriver Non, mais ça se pose pas comme ça, le truc. Quand tu es dyslexique, le problème, c'est que tu es nul à l'école et que tu sais pas pourquoi, en fait. Tu vois, et alors que tu as des camarades de classe que tu trouves bêtes comme leurs pieds, si tu veux, qui arrivent à apprendre à écrire et à lire sans... Toi, tu sais pas pourquoi. Donc, tout ça, c'est très mystérieux, tu vois. C'est très mystérieux. Tu n'arrives pas à apprendre à lire et à écrire, c'est impossible. Donc, si tu veux, je suis juste malheureux à l'école, quoi. Bon, coup de bol, j'aime bien les maths, mais... si tu veux, quand tu es vraiment dyslexique, tu as vraiment du mal à écrire. Donc, quand tu dois rédiger un truc de maths, tu fais des fautes d'orthographe, des erreurs, donc ça énerve les profs. Donc, moi, je me suis dit, et ça a toujours été mon truc au fond, je me suis dit, mais moi, ça ne m'intéresse pas de faire des programmes d'ordinateur pour les grosses boîtes et tout ça. Moi, je veux faire consumer product. Bon, enfin, de fil en aiguille, si tu veux, je voulais faire à cette époque-là, on est en 94, un agenda électronique, mais sans clavier parce que c'était tout merdique, les petits trucs Casio et Sharp, si tu veux, tout à la voix. Et je sais pas pourquoi, Bill Gates, dans une interview, a dit que maintenant, à l'époque, là on est en 95, si tu veux, que Microsoft, ça va s'orienter vers le consumer product et que c'est ça l'avenir, etc., etc. Donc moi, j'envoie mon dossier à Sophie Nova, qui était le capital risqueur, en même temps que Bill Gates fait cette grande déclaration. Tu vois. Et donc, c'est le premier dossier de mecs qui voulaient faire du consumer product. Ça crédibilise à fond. Voilà, les mecs, ils y ont cru et tout ça, et donc ils ont investi, voilà. Et ils ont investi combien? Alors, ils ont investi 5 millions de francs.
Ce qui représenterait aujourd'hui 5 1 millions million d'euros. d'euros si tu veux, mais un peu plus, tu vois. Je sais pas, disons 2, tu vois. Ils m'ont dit, ouais, on vous met la moitié maintenant, puis la moitié quand le prototype marche, etc. Voilà. Mais je connaissais, puisque dans la proto-startup dans laquelle j'avais travaillé, on faisait les ordinateurs de poche, et donc je savais faire les bases de l'électronique, du soft et tout ça. Donc je l'ai fait dans une salle à peu près comme ça, avec 3 ingénieurs. Voilà, j'ai fait le premier produit comme ça. Ça a mis combien de temps avant, on va dire, le premier succès majeur? Ah non, c'est une galère monstrueuse, une galère de galère. Donc moi, je veux faire un objet. Tu peux enregistrer des trucs, mettre tes numéros de téléphone, mettre tes rendez-vous, tout à la voix. Hyper simple, hyper couillon, avec une petite reconnaissance vocale, toute simple. Sachant qu'à l'époque, on n'en est pas du tout à ce que peut faire la reconnaissance vocale. Pas du tout, pas du tout. On en est encore à la reconnaissance du premier type, monolocuteur. Mais bon, moi, je me tape tous les bouquins et on fait un truc qui marche bien, vraiment qui marche bien. Je le fais fabriquer. Et puis je vais voir les mecs de la Fnac, je le vends, puis le truc ça se vend pas du tout, c'est la catastrophe. En 1996, hein, tu vois, donc à une époque, c'est juste après les dinosaures. Hein. Tu vois, c'est une époque ancienne. Il n'y a pas de téléphone portable, il y avait des calculatrices, des ordinateurs de poche Casio moches. C'est vendu combien ça en magasin? Je dirais l'équivalent de 159 € ou un truc comme ça, tu vois. Je sais plus. Donc, mais quand même, je fais tout le machin et ça se vend pas du tout. Bien sûr, je savais pas, je connaissais rien au marketing, etc., etc. Et bon, le truc était pas mal, mais il y avait 1 ou 2 défauts, des limitations, des trucs qu'on n'avait pas bien fait. Quand tu fais un premier projet, de toute façon, il y a toujours un truc qui marche pas. L'iPhone 1, il y a plein de trucs qui marchaient pas, si tu veux. Qu'est-ce que tu aurais pu faire différent, qui aurait pu augmenter les chances que ça marche? Non, mais moi, je suis déjà hyper surpris que les choses aient marché. T'inquiète pas, je ne demande pas plus. Je suis déjà hyper surpris. Ce qu'il y a, si tu veux, si je te raconte toute l'histoire, c'est que mon capital risqueur, moi je fais premier tour, deuxième tour, troisième tour, je veux dire, la boîte marche pas. Donc il faut que je rame, il faut que je trouve des financements, etc. etc. Et puis tu vois, ils se donnent 6-7 ans pour que ça marche. Et moi, au bout de 6-7 ans, ça marchait à peine, si tu veux. Quand tu dis à peine, c'est-à-dire que la boîte était pas rentable. Moi, j'ai tout connu. Les boîtes pas rentables, les capitaux risqueurs qui veulent plus mettre d'argent. Le moment où ils disent, bon, maintenant, on arrête, c'est fini, il faut vendre la boîte et tout ça. À ce moment, j'avais le bon truc. Je dis non, je vends pas la boîte. J'ai fait le truc avec, puis contre les capitaux risqueurs. À ce moment-là, la boîte a cartonné. Et toi, tu le vis comment à l'intérieur tu fais des tests, tu fais des expériences, tu sors des trucs? Je sors des trucs, ça marche pas, j'en fais un autre, ça marche pas. Je suis au bord de la faillite, je suis obligé de virer les mecs. C'est la haute montagne, t'as plus de ravitaillement dans ton sac à dos, tu sais qu'il faut encore passer 3 cols parce que l'avion est tombé là-haut et que c'est hyper dur. C'est ça qui m'intéresse de comprendre, c'est que au quotidien... Et je suis pas spécialement courageux, hein. Tu vois... Ouais, mais justement, est-ce que ça te préoccupe? Est-ce que tu es en mode on va y arriver? C'est comment dans ta tête à ce moment? Je suis pas en mode va y arriver, je suis préoccupé à mort, je suis pas défaitiste, je sais pas trop comment te dire, c'est-à-dire que pour moi c'est normal que ce soit dur. Je m'en fous. Je veux dire, t'aimes une fille super belle. C'est vraiment, tu t'entends hyper bien avec elle. Et puis à un moment, vous vous engueulez pour une broutille, tu vois. Et c'est en train de tourner au vinaigre parce que elle veut vraiment t'engueuler et que toi, tu as été pris dans la situation. Et donc, c'est super dur. Vous allez vous engueuler et elle va partir et tu sais pas si elle va revenir. Bah, c'est ça l'amour. Si tu crois, c'est ça. Tu vois, bah, entrepreneur, c'est ça. Tu vois, tu fais un truc, tu cherches l'argent, c'est hyper dur de le trouver. Tu le trouves, tu lances le produit marche pas, tu es au bord de la faillite. Bah voilà, il faut faire la suite. Et tes équipes, elles vivent quoi, elles? Ah, je sais pas, parce que moi je suis un moitié autiste, tu vois, donc c'est-à-dire, je peux pas dire, tu vois, que je sois. Quand tu dis à moitié autiste, c'est une expression ou tu penses vraiment que tu l'es? Non, je le suis vraiment. Je peux parler très facilement. Et puis presque pas parler pendant 2 jours, tu vois. Donc, tu vois, c'est le charme de la psychologie. Est-ce que tu penses que ça fait aussi que tu as été si à l'aise dans l'informatique et dans le code? Ouais. C'est un métier d'autiste, ouais. Parce que moi, clairement, je vois bien que n'étant pas à l'aise socialement, j'étais très à l'aise devant mon ordinateur. Bah ouais, bien sûr. Parce que, enfin bon, toutes sortes de raisons, mais bien sûr. Mais beaucoup de métiers sont comme ça, hein, tu vois, beaucoup de métiers. On pourrait, justement, il y a plein de gens qui pourraient penser, quand un jour c'est fluide, un jour ça l'est pas, on peut pas créer une boîte comme Parrot. Je trouve ça génial et pour moi c'est un beau cadeau pour plein de gens qui nous écoutent de se dire tiens en fait, il y en a qui pourraient se dire mais moi je peux pas faire tel truc parce que je correspond pas à l'image que j'ai de ce qu'il faut pour être entrepreneur, ou ça peut être sportif ou ça peut être artiste. Déjà, si tu veux, j'essaye d'avoir une personnalité et de l'affirmer
J'essaie juste ça. Et de fermer ma gueule quand ça ne me concerne pas aussi, tu vois. Donc, ça va avec la personnalité qu'il faut se construire. Faut la construire, pas dans tous les sens. Donc, effectivement, ma personnalité et mon entreprise, c'est connexe. Je n'essaie pas, par exemple, d'être différent dans la boîte que je suis là avec toi. Les motivations ne sont pas exactement les mêmes, mais je n'essaie pas d'être différent. Je parle de la même manière aux ingénieurs que je te parle là. Le sujet est un peu différent, donc ça n'a pas exactement le même ton, mais je leur parle comme ça. Mais ils s'en foutent, je veux dire, voilà. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée, justement, de rester soi-même? Tu peux pas faire autrement que d'essayer d'être toi-même. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois le truc. La boîte, c'est une entreprise où j'essaye d'être moi-même et tout bêtement de survivre, tu vois, de survivre à moi-même, de survivre à l'économie. Et que ce soit difficile, je peux pas imaginer que ça puisse être autrement. Pourquoi ? Parce que je suis comme ça, parce que je suis con. Tu vois, y a des mecs qui prennent toute la vie du bon côté et puis qui cartonnent. Par exemple, mon copain Christian Leboutin, il me semble... vu de l'extérieur, je ne suis pas à l'intérieur de lui, qui prend la vie vraiment, vraiment du bon côté et il a un succès d'entrepreneur extraordinaire. Toi, tu penses que ça t'aide de plutôt voir les choses dans l'autre sens, du coup ? Ouais, bien sûr. Comment ça t'aide ? Je sais pas, moi je n'ai pas de dualité entre moi, mon projet, ce que j'en dis, ce que je fais et tout ça. C'est la même chose. Je pense que la vie est dure. C'est dur émotionnellement. C'est dur d'avoir des rapports construits avec une femme qu'on aime. C'est dur de gagner de l'argent. C'est dur de faire des trucs originaux. Je pense que la vie est dure. Et quand tu dis que la vie est dure pour toi, c'est quelque chose que c'est cool pour toi que ça soit dur ? Je peux pas imaginer que ce soit pas comme ça. Et j'ai peut-être tort, tu vois. J'ai peut-être tort, mais... Mais quand tu vois justement ton pote qui est plus... je voudrais pas sa vie, donc... Pourquoi ? Tiens, c'est intéressant. T'as qu'une vie, quoi, tu vois. Donc non, je voudrais pas sa vie. Moi, ça me dérange pas que la vie soit dure. T'as eu plein de hauts, plein de bas. Quand t'es en haut, quand t'es tout en haut, qu'est-ce que tu te disais ? Quand tout le monde te dit, putain, Parotte, le cours, il est en train d'exploser. Eh ben, je n'aime pas cette situation. Je trouve que, en ce qui me concerne, hein, que là où je fais le plus de conneries, c'est quand tout va bien. C'est une faiblesse, hein, mais tu es quand même pris par l'assurance, le succès, tu crois que tu as raison, tu te fies à ta bonne étoile. T'as un exemple d'erreur, entre guillemets, que t'as faite ? J'ai plein d'exemples, ouais, mais sincèrement, je pense que je ferais de la même chose. Donc moi, je n'ai pas de regrets, si tu veux. J'ai fait des erreurs, mais je n'ai aucun regret. Quand la boîte a commencé à bien marcher, j'ai pensé que j'arriverais à répliquer le succès facilement, si tu veux. J'ai fait trop de choses en même temps. Tu parles trop de produits en même temps. Trop de produits en même temps. Et sincèrement, la boîte aurait dû exploser en vol si je m'étais pas bien rattrapé. Juste pour que j'arrive, moi, et ceux qui nous écoutent, à resituer, c'est à quel moment là ? Parce que moi, j'ai découvert Parotte avec le casque. Ah voilà, attends. Donc le Parotte, c'est une boîte qui veut faire des produits d'électronique en public et ça marche pas bien. Sauf qu'un jour, par coup de chance, donc je voulais faire un bidule à reconnaissance vocale. Par coup de chance, on est en 1996 ou par là, je rencontre un des business développeurs de Ericsson. À ce moment-là, il faisait les premiers téléphones GSM de Watt. Et je lui montre mon truc et il me dit, on pourrait mettre la reconnaissance vocale que vous faites dans les systèmes de téléphone qu'on fait de bagnole. Bon, j'ai un premier contrat et donc je me dis, oui, c'est les télécoms qu'il faut faire, c'est pas des gadgets. Je me mets dans les télécoms parce que je faisais de la reconnaissance vocale et ça marche à moyen. Je fais des trucs de téléphone de voiture qui marchent moyen, sauf que un jour, j'apprends par le plus grand des hasards que Ericsson, ils sont en train de faire Bluetooth. Et je me dis, bien sûr, il faut prendre Bluetooth, il faut prendre la reconnaissance vocale et avec ça, on va faire un truc vraiment qui va cartonner. Donc tout ça, ça met des années, hein. Donc je fais le premier téléphone Bluetooth à reconnaissance vocale et figure-toi que je le lance le 11 septembre 2001 au salon de l'auto en Allemagne, le jour où il y a les tours qui s'écroulent, etc. Et il me reste 4 mois de cash dans la boîte. Donc je me dis, c'est fini, c'est la faillite, hein. Et toutes les boîtes de télécom à l'époque ferment. Donc Nokia, Motorola à l'époque et Ericsson ferment toutes les activités pas core business. Et donc j'étais devenu le seul mec qui avait fait un téléphone de voiture avec le code, le traitement de signal, l'acoustique, la reconnaissance vocale, la stack Bluetooth, enfin du gros boulot, hein, au monde. Et donc, en 6 mois, la boîte est devenue profitable et elle a fait 100% de croissance pendant 5 ans. Donc, à ce moment-là, la boîte, elle est valorisée combien ? Juste pour avoir, j'essaie de...
Pas beaucoup, parce qu'on est encore en 2000, tu vois. Donc, il y a 20 ans à peu près. Donc, elle est valorisée, je ne me rappelle pas, mais disons 200 millions ou 150 millions. Bah, c'est quand même cool, si tu veux, tu vois. Et donc, on rentre en bourse, à peu près, c'est ça les montants. Donc, elle fait un gros succès. Les téléphones Bluetooth, je les fais des trucs que tu peux acheter à la Fnac, mais aussi je fais toute la techno, je la vends à Mercedes, à Audi, à je sais pas quoi, à Volkswagen, tout ça. J'en fabrique 50 millions quand même, hein, en Chine, etc. Et à Elon, puisque quand il faisait sa voiture, il avait besoin d'un truc Bluetooth. Et à partir de ce moment-là, je me dis, ouais, mais de toute façon, dans les télécoms, comme ailleurs, rien ne dure longtemps. Donc, il faut que je trouve des nouveaux trucs. Et là, si tu veux, je suis parti dans pas mal de directions. J'ai fait le casque. Moi, le produit que je préfère, c'est des enceintes Bluetooth qui s'appelait le Zikmu. Vraiment, c'est le produit, disons, de tout ce que j'ai fait, le plus élégant et le plus science-fiction. C'est-à-dire, vraiment, je pense que j'ai inventé l'enceinte moderne. Inventer, c'est un bien grand mot, mais disons que j'étais le premier à formuler d'une manière moderne ce que doit être une enceinte aujourd'hui. C'est ça, c'est cette partie-là que tu adores le plus dans ce que tu fais, cette côté. Non, c'est les drones. Les drones. Mais je veux dire, la partie création de produits. Là, tu as oui, plusieurs oui, fois. Oui, bien sûr. C'est ça mon métier. Mon truc à moi, ce que je sais faire, c'est je sais faire du code, je sais bien comment c'est fait à l'intérieur, l'électronique et tout ça, mais pour faire des produits, bien sûr. J'essaye d'imaginer, c'est quoi ta mission dans la boîte aujourd'hui, en fait, c'est... Oh, ma mission, c'est taulier, c'est Dieu le Père, je suis un affreux tyran. Donc ma mission, c'est que la boîte vive. Je veux dire, une journée au quotidien, c'est quoi? C'est qu'est-ce que tu fais? Est-ce que t'as un CEO ou pas? Non. Donc c'est toi qui gère la partie opérationnelle des équipes. J'essaie d'imaginer, de rentrer un petit peu comment... Je suis un taulier, quoi. Je suis comme le patron du resto. Je fais tout. Je fais tout. Je fais rien, en fait. Mon job principal, le truc, c'est la conception des produits. Donc par exemple, quand on voit un nouveau produit Parrot qui arrive, il y a des grandes chances que ça vienne de... Il y a du monde, si tu veux, mais il y a beaucoup d'humains, quoi. C'est ça mon métier, si tu veux. C'est ça que je sais faire. Et d'ailleurs, chaque fois que moi, j'ai essayé d'organiser le truc, j'ai eu jusqu'à 1000 personnes. Hein. Chaque fois que j'ai essayé d'organiser le truc, ça a été que des catastrophes. Que des catastrophes. Là, je pense qu'il y a une pépite pour moi à comprendre, à apprendre. Quand tu parles d'organiser, tu veux dire quoi? Organiser, par exemple, faire un drone, il faut quand même faire travailler 200 ingénieurs pendant 2 ans pour faire le truc. Il faut qu'on sache qu'on veut et puis c'est très difficile. Il y a des centaines de milliers de lignes de code à faire, etc. Donc il y a quand même une organisation à mettre en place. Le monde, il va super vite. Ça change tout le temps. Comment vous faites pour essayer de sentir... Alors là, je ne sais pas. Mais par exemple, quand tu parles de 200 ingénieurs, comment tu dis, par exemple, il nous faut 200 ingénieurs, ou plutôt que de se dire on va lever 20 millions et on va mettre 400 ingénieurs? C'est naturel. C'est parce que je fais ça depuis que j'ai 20 ans. Donc, pour faire un drone, il faut ces 2 ans de travail et il faut à peu près 200 personnes qui travaillent dessus. Et moi, j'interdis qu'on écrive des spécifications. C'est-à-dire, le mec qui dit on va écrire ça et ça, puis on va le faire. Ça, t'es sûr que tu vas droit à la catastrophe. Tu sais ce que tu veux, mais tu sais pas exactement comment le faire. Sinon, ça serait déjà fait. Tu pars d'un design? Tu pars de quoi? Non, je parle pas d'un design, parce que le design, c'est justement très très long à élaborer. Disons que un drone succède à un drone qui succède à un drone. Donc, j'apprends de ce que je fais, et puis je me dis, tiens, il faudrait faire ça. Donc, c'est comme ça que le projet se formalise. Le premier drone, pourquoi j'ai fait un premier drone? Parce que je me disais, avec les téléphones portables, il va falloir, il y a l'opportunité de faire un truc intermédiaire entre le jouet et le jeu vidéo. Donc, je vais faire un truc en utilisant les caméras, les accéléromètres, la technologie comme super évoluée du téléphone. Je faisais des télécoms pour faire le jouet complètement dingue dont tout le monde a rêvé, c'est-à-dire un machin qui vole tout seul. Donc, moi, mon idée, c'était de faire un jouet. Quand tu parles d'un jouet, c'est un jouet pour adulte ou tu imagines un jouet pour enfant? Je m'en fous. Qu'on puisse jouer. Je pense au merveilleux. Donc, justement, je vais chez Sony qui faisait des jeux vidéo et tout ça. Je leur dis à quel prix il faut le vendre et tout ça. Et ils me disent, de toute façon, le hardware, personne ne l'achète. Nous, on vend les consoles $399, je crois, ou $299. Donc, nous, on n'a jamais arrivé à vendre du hardware plus cher. Donc, ça, c'est le prix maximum. Donc, j'ai fait un drone au prix de la PS One ou la PS2, je ne sais pas à l'époque ce qu'il y avait. D'ailleurs, c'était une connerie. J'aurais mieux fait de le faire plus cher. Et après, je me suis dit... Pourquoi? Parce que si je l'avais fait plus cher, j'aurais pas perdu...
Bon, après, tu sais jamais pourquoi, tu vois. C'est-à-dire que moi, mon idée, c'était vraiment de faire un jouet, un truc merveilleux, tu vois. Qui est merveilleux. Qui émerveille, voilà, uniquement. J'avais pas d'autres projets. Et en fait, mon concurrent chinois, lui, il avait comme idée de faire un truc de RC, des geeks d'avions radiocommandés, un truc beaucoup plus chiant. Mais le patron de GoPro, il s'est dit, bah tiens, ce machin RC, je peux accrocher la GoPro. Et donc, tout de suite, ils se sont mis à mettre des GoPro dans des drones, si tu veux. Alors que moi, j'avais fait un jouet. Il n'y a pas la caméra dessus. Si, il y avait la caméra pour jouer, justement, comme un jeu vidéo. Et c'était beaucoup, beaucoup plus élaboré que le truc chinois, parce que justement, j'avais tout intégré. C'était beaucoup mieux maîtrisé, si tu veux, techniquement. Mais l'objet n'était juste que d'émerveiller l'utilisateur, alors qu'un drone, disons, fait d'une manière pas très originale et avec une GoPro qui est vraiment un joli produit, et ben tout de suite, les types qui faisaient des vidéos sur YouTube et tout ça, ils s'en sont saisis. Donc ça m'a mis des années, disons 3 ans, à rattraper le truc, ou même 4 ans. Là, toi, ou Parrot, c'est plus difficile en ce moment. Est-ce que la clé pour toi en ce moment, pour Parrot, c'est d'essayer de trouver le prochain moyen d'émerveiller les gens? Non. Bon, peut-être je me trompe. Mais disons, le premier truc que j'ai fait, je l'ai fait par désespoir. C'est-à-dire en me disant, de toute façon, je code et puis je vends pas mes softs et je suis entrepreneur, il y en a marre, il faut que je fasse un truc. Et finalement, j'ai réussi, après avoir fait un petit bidule audio, à faire le téléphone de voiture vraiment vachement bien. Le deuxième truc, je l'ai fait pour émerveiller les gens. Vraiment, j'ai fait marcher mon imaginaire et c'est cela où je te disais, c'est, tu vois, quand les choses marchent pour toi, tu frimes un peu. Mais bon, il en faut aussi. Le drone, pour moi, c'était quand même un truc vraiment de montrer qu'on pouvait avoir un imaginaire incroyable en étant un geek avec du plastique. Ça fait quoi quand tu as imaginé quelque chose et que tu le vois dans tous les magasins? C'est fini, t'en fous. C'est fini. C'est fini. C'est quoi ton kiff? Il est à quel moment ton kiff, toi? Quand c'est fini. Non, mais c'est épuisant. Hein. C'est-à-dire que moi, ça me prend... Mais alors, s'il y avait un graphique de ton plaisir, à quel moment on est en haut? Souvent. On est souvent en haut, tu vois, souvent en haut, parce qu'il y a des moments où tu fais le truc et puis pof, t'as une idée et tu sais que pof, cette idée, elle est juste, elle tombe au bon endroit, elle permet vraiment de débloquer un problème, etc. Là, vraiment, tu kiffes. En règle générale, tout le monde est contre moi. C'est-à-dire que j'explique ça aux ingénieurs, on va faire comme ça, tout ça, et ils comprennent pas. Et c'est très difficile pour eux d'admettre des idées qui ne soient pas standards. Donc, dès que j'ai le kiff, après, j'ai une grande difficulté à faire admettre et à expliquer. Et toujours, ça ne se passe jamais bien. Ça se passe toujours par des voies détournées. Personne, par exemple, chez Parrot, voulait faire des drones. Tout le monde se disait, bon, c'est bien, il a réussi dans les téléphones, mais là, il a fondu un câble, si tu veux. Et dans les drones, on a inventé 2-3 trucs comme ça, vraiment originaux, en particulier moi, et chaque fois, ça a été très dur de le faire admettre. Donc, dès que j'ai le kiff, si tu veux, j'ai le contre-kiff tout de suite, il faut que je lutte pour que le truc aboutisse, et puis je me trompe aussi de temps en temps, mais en règle générale, je suis un grand pourvoyeur d'idées. Donc ça, c'est des kiffs. Après, il y a des moments de désespoir quand même, c'est-à-dire que c'est beaucoup, beaucoup plus dur à faire qu'on ne croit. Entre l'idée dans notre tête et la bâtir. Ouais, des fois ça marche pas. Faut bien voir parce que là, si tu veux, tu as un iPhone, je sais pas combien, mais quand ils ont fait le premier, quand Steve Jobs leur a dit bon, le téléphone il doit être épais comme ça et je veux que ce soit tout lisse, je veux dire, moi je sais comment ça marche les bureaux d'études, personne n'y a cru et il a fallu vraiment être très très entreprenant pour arriver à le faire. Je veux dire, faut bien dire que le premier truc c'est vraiment très 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 dur à faire. D'ailleurs, je sais pas si c'est une vraie histoire ou si c'est parce que des fois c'est très romancé de la scène de Steve Jobs qui en gros dit qui peut le faire et en gros je vous licencie et je veux la personne qui soit capable de le faire. Je sais pas si c'est à quel point c'est vrai cette histoire. Toi, dans ton style de leadership avec tes équipes, quand tu as des ingénieurs qui te disent non, là, on peut pas y arriver, c'est pas possible, ça marchera pas, t'es comment avec eux? Bon, je suis pas cool, hein. Ça donne quoi à Henri pas cool? Je te dirais pas. Je sais pas le faire comme ça. Je suis pas acteur, si tu veux. Je suis pas cool, hein. Oh, je suis pas cool du tout. Et d'ailleurs, si tu veux, c'est nécessaire. Si je suis cool et que je laisse passer, rien ne se fait. C'est nécessaire. Mais non, je suis vraiment pas cool. Et quand tu dis pas cool, parce qu'il y a comment ça se passe entre vous, mais est-ce que dans ta tête, c'est il me faut un autre ingénieur qui lui pense que c'est possible? Chaque personne est différente. Tu vois, des fois, je sais que c'est un bon ingénieur qui veut pas le faire, ou tu vois, ou des fois, c'est un ingénieur qui ne me suit pas. Donc oui, je lui demande de partir. Ouais. Enfin, ça peut pas marcher. Ouais. Mais c'est pas un métier cool. Enfin, de toute façon, il n'y a pas de métier cool. Il y a
tu vois, il y a des moments vachement intéressants et puis il y a des moments où, je veux dire, ça n'avance pas, c'est dur Pourquoi tu continues quand c'est dur comme ça? Parce qu'il y a des gens qui pourraient se dire, mais j'abandonne. Non, mais parce que je sais pas faire autrement. On continue, on revient là où on était. Donc, j'ai eu un premier produit, disons, que je l'ai fait par désespoir, c'est la reconnaissance vocale, ça donne le téléphone. Un deuxième, je l'ai fait, disons, par fun, un peu comme une rockstar pour prouver ma classe, si tu veux. C'était lequel? Le drone. Le drone. Mais maintenant, là où j'en suis, donc je fais quand même le drone depuis 10 ans, c'est différent, c'est que je pense que le drone que j'ai fait en voulant faire un jouet, eh bien, c'est un des grands succès, des futurs grands succès de la robotique. Si tu veux, les robots, bah, c'est comme les animaux. Tu as les robots mammifères, et puis tu as les robots oiseaux, qui sont de loin les plus stylés. Et donc, si tu me demandes, bah, est-ce que je cherche une nouvelle idée Non, maintenant, je cherche à perfectionner d'une manière vraiment très grande le robot oiseau. Comment tu vis justement parce qu'à l'échelle de Parrot, que ce soit quand ça croît ou quand ça décroît, tu as des médias qui en parlent, tu as des gens qui en parlent, tu as des spécialistes qui en parlent. Comment tu vis ce bruit? Négativement. Je veux dire, en ce moment, la boîte va mal, tu vois, donc personne s'y intéresse. Et ça me permet de bien me concentrer. Ouais, bah toi, mais c'est à titre, tu vois, c'est justement, c'est le côté, bah, c'est personnel, tu vois, c'est parce que c'est un feeling, etc. Donc, personne s'y intéresse dans le monde boursier. Et sincèrement, pour l'entrepreneur, c'est plutôt cool. Parce que tu peux le succès est hyper dangereux, c'est ça que je voulais te dire, hyper dangereux. Et il est nécessaire, parce que tu fais quand même ça pour le succès, mais le succès te fait dérailler souvent, tu vois. Depuis tout à l'heure, j'arrive pas à m'en souvenir, mais il y a une citation de Bill Gates que j'adore, qui dit exactement ça, mais j'arrive pas à me souvenir de l'idée, mais c'est vraiment l'idée que c'est un truc du genre, il y a rien de pire pour un entrepreneur que de croire qu'il réussit. Enfin, je sais plus comment il la formule. Pour tout le monde, je pense. Pour tout le monde, oui, pour tout le monde. Tu vois, le nombre d'apprentis rockstars qu'on fait un disque qui cartonne et puis le deuxième, ils n'y arrivent pas. Tu vois, c'est un truc, c'est vrai qu'il faut l'avoir vécu pour savoir que ça a beaucoup d'aspects négatifs. Donc, quelque part, ouais. Même quand ça paraît plus difficile, il y a un vrai avantage dans la créativité que ça te donne, la liberté d'esprit que ça te donne. Bien sûr, parce que ça te permet de te concentrer, bien sûr. Mais malgré tout, bah, j'ai monté la boîte maintenant il y a 25 ans, si tu veux. Elle est encore une start-up, c'est-à-dire qu'il y a eu des très bonnes années. Mais là, elle est quand même en risque mortel, tu vois. Même s'il y a 500 employés, même si ça fait un chiffre d'affaires qui est quand même correct, si tu veux, elle est en risque. La concurrence chinoise est extrêmement dure. D'ailleurs, je ne pensais pas. C'est pas du tout pareil que la concurrence américaine. À quel niveau? La concurrence américaine, c'est la puissance. Tu luttes contre la technostructure de la Silicon Valley, la plus riche, la plus intelligente, au centre du dispositif médiatique, moderne. Alors que les Chinois, si tu veux, c'est le côté obscur de la force. Tu sais pas vraiment qui les finance, tu sais pas vraiment combien d'argent ils ont. Visiblement, ils en ont beaucoup. Ils sont prêts à tous les coups bas. Ça copie... l'Amérique, elle est derrière ses héros, tu vois. Donc il y a une forme d'héroïsme dans l'Amérique. L'Amérique, c'est super héros, si tu veux. Qui soit très dur, qui puisse être dégueulasse, certainement. Je suis pas en train d'idéaliser. Mais la Chine, c'est tout est permis. Tout est permis. Tout est permis. Et c'est hyper dur. Est-ce que quelque part il y a un côté qui t'excite à avoir un compétiteur pour qui tout est permis? Non, c'est pas ça. Je suis pas maso. Je suis pas maso. Non, tu préférais avoir un Américain? Je préférais, ce qui était mon projet, avoir sorti le drone de ma poche et que personne me fasse chier. Mais je veux dire, malheureusement, toutes les idées sont partagées, tu vois. Donc, je fais avec ce qu'il y a. Ça ne me dérange pas. Dans beaucoup de marchés, il y a de la place pour plusieurs. Est-ce que tu penses que dans ce marché, il doit y avoir un seul gagnant? Je sais pas. Je pense que vraiment, c'est très difficile. C'est sûr qu'en techno, the winner take it all. Mais j'y crois pas non plus. Tu vois, aucun winner n'a jamais take it all. Tu vois, ni Microsoft, ni l'empereur de l'operating system. Linux est bien plus important. Ni Apple et l'empereur du téléphone. Tu vois, donc non. D'ailleurs, je raisonne pas comme ça, moi. Je raisonne pas comme ça. Dans certains livres business, il parle d'étudier sa compétition et de, par exemple, justement, identifier les zones de fragilité, soit dans le marketing, le positionnement, le produit.
Est-ce que ça fait partie de ta réflexion de se dire, tiens, dans les produits qui existent sur le marché, il manque ça et on va foncer pour être bon ici? À fond, ça marche comme ça. Il faut que tu aies une idée originale, c'est-à-dire un truc que tu peux faire mieux, etc. Mais il faut aussi que tu regardes qu'est-ce qui est pas bien fait, quels sont les problèmes qu'a ta compétition à fond, bien sûr. Une question aussi que je me demandais, parce que je vois deux choses. Par exemple, si on prend Apple, tu as le produit et il y a... j'adore la pub d'Apple de je sais plus quelle année c'était avec The Craziest One. Quelle est la part, par exemple, pour Parrot, entre on centre tout sur le produit et de l'autre côté, on essaie de créer un mouvement. Parce que moi, je suis amoureux d'Apple. Donc, du coup, même si Samsung, ils font un truc top, je vais préférer acheter Apple quand même. Il faut qu'il soit vraiment au-dessus. C'est une excellente question. Je n'ai pas la réponse. Mais disons que la première partie de ta proposition, c'est on commence par le produit. Donc, en technologie, si le produit n'est pas top, c'est même pas la peine de... Et top, ça veut dire le meilleur. Donc ça, c'est le cœur du truc. Et c'est vraiment très dur. Moi, je te dis, des produits, j'ai dû en inventer une petite vingtaine. Et j'en ai fait vraiment 2 de très bien. Le téléphone Bluetooth de voiture et, disons, le premier drone qui est sorti. Une fois que tu as le produit, d'une certaine manière, ça marche tout seul. C'est un peu bizarre ce que je vais te dire, mais ça marche tout seul. C'est-à-dire, par exemple, je fais le drone et personne n'avait jamais entendu parler d'un drone et tout le monde me prenait pour un fou dans la boîte. Hein. Je le dis, c'est vrai. Je vais au Consumer Electronics Show 2010, je monte le drone. Je ne sais pas quand ça ouvre. Ça ouvre genre le jeudi ou le vendredi, mais avant, il y a les previews le mercredi. Le mercredi, j'avais déjà fait 20 télés. À la fin du CES, j'avais 130 télés, si tu veux. Donc, ça marche tout seul. C'est pour ça que je n'aime pas Apple, si tu veux. C'est que Apple, si tu veux, ils sont d'excellents concepteurs de produits. Vraiment, on peut, je veux dire, vraiment, on peut pas leur enlever ça. Ils font vraiment les meilleurs produits, mais ils les font depuis le centre tellurique du monde moderne, c'est-à-dire la Silicon Valley, et ils prétendent que c'est Think Different. Tu vois, c'est ce message de la prétention qu'ils ont de dire c'est Think Different. Non, vous faites le meilleur produit avec le plus d'argent dans l'endroit où si vous faites quelque chose, tout le monde en parle. Alors, vous thinkez pas différent. Vous êtes juste une image du pouvoir. Et assumez-le. C'est cette espèce de petit mensonge, tu vois, de Think Different que je n'accepte pas. Est-ce que tu penses que ça, c'est le cas d'Apple aujourd'hui? Est-ce que tu penses... Parce que quand tu vois, par exemple, des vidéos de Steve Jobs, quand il revient dans Apple, il parle à ses managers, il dit, voilà, il faut qu'on se rappelle qui on est. Est-ce que tu penses que Steve Jobs, lui, il était sincère dans sa... Je sais pas. Là, s'il faut l'avoir connu, tu vois, tu me demandes, tu vois... Mais ta croyance, ta pensée... Non, mais je n'ai pas de pensée là-dessus, puis j'ai pas de pensée personnelle. Parce que ça voudrait dire quoi, par exemple, Think Different pour Apple, si vraiment voilà, justement, c'est ça. C'est que si tu veux, tu as un mec hyper costaud, hyper fort, hyper riche qui te dit Think Different. Il faut quand même voir qu'ils font très peu de produits, des produits qui sont quand même très conditionnés, mais Elon Musk, il fait des fusées, il fait des voitures électriques, Tu veux dire que lui, il pourrait mettre Think Different. Ouais. C'est bien ton format où c'est une conversation, c'est pas mal. Et puis, je salue les auditeurs de par le monde et je m'en vais. C'est une bonne fin poétique. J'espère que la vidéo t'a plu. En tout cas, ça a été beaucoup de boulot. Je souhaite vraiment que peu importe le regard des autres, peu importe la peur d'échouer, tu fonces et tu ailles réaliser tes rêves. J'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros, je parle d'Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett. Ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année. Donc si ça te dit, tu as envie de recevoir ça, je te l'envoie dans ta boîte mail, clique juste ici et tu vas le recevoir. Fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéos gratuites. Rappelle-toi, cette année c'est notre année et on avance ensemble.